Michel Onfray, auteur de ce livre, son dernier livre, Grandeur du petit peuple. C'est publié chez Albin Michel. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Alors écoutez, je suis très heureux. Je dois dire aux auditeurs, on est au téléphone et je remercie Radio Tendance Ouest de vous abriter là pour le moment pour notre entretien. Effectivement, c'est bien. C'est le Sud qui parle à l'Ouest et l'Ouest qui parle au Sud. C'est une bonne chose. Michel Onfray, Grandeur du petit peuple. Effectivement, sur votre couverture, il y a un gilet jaune avec le drapeau français. Et je voudrais partir un peu de la fin de votre livre. Livre passionnant, livre évidemment où, comme d'habitude, vous mettez tout sur la table et vous remettez un certain nombre de pendules à l'heure et on en a beaucoup besoin. Et vous dites à la fin c'est d'ailleurs presque la dernière ligne, vous dites les gilets jaunes ne se sont pas autodétruits, ils ont été détruits. Je ne souhaite qu'une seule chose, la résurrection du phénix contre ces vautours-là, les vautours étant ceux qui les ont traités de tous les noms. Est-ce que vraiment ils ont été détruits ? C'est fini les gilets jaunes ? Oui, je rendrai juste un petit mot. Tendance Ouest m'accueille, mais on a un vrai beau studio, on n'est pas du tout par téléphone. D'accord. Écoutez, oui, je crois qu'on les a vraiment détruits parce que il y a eu des méthodes pour tout ça. D'abord, ça a été le grand silence de Macron, c'est-à-dire que il y a eu un grand mépris pendant que les gilets jaunes étaient sur les ronds-points. Ouais. Macron disait ne disait rien, ne se manifestait pas, n'existait pas, faisait savoir que ça ne l'intéressait pas parce qu'il était à la montagne, il était au sport d'hiver, il prenait un week-end, voilà. Mmh. Ensuite, il a fallu organiser une espèce de riposte et à ce moment-là, tous les médias y sont allés ou presque pour nous expliquer que les gilets jaunes étaient des antisémites, des homophobes, des sexistes, des racistes, etc. BHL nous a même dit que c'était le cœur même des gilets jaunes, l'antisémitisme, et qu'il fallait donc, on attend encore la démonstration, au cœur même. Donc, vous savez, vous parlez de la même personne qui nous a annoncé la Troisième Guerre mondiale après l'élimination de Soleimani en Iran. Donc, voilà. Oui, mais c'est un personnage qui est assez emblématique de ce qu'est le système médiatique et qui, finalement, nous a dit que globalement, les Luc Ferry et les quelques autres ont pensé globalement sur le sujet, sur la question des gilets jaunes. Alors ensuite, il y a eu une espèce de récupération qui s'est faite, ça a été la première, qui s'est faite par la France Insoumise. Alors il y avait le Rassemblement National, il y avait la CGT, puis Sud, et ils sont tous arrivés, là, 4 ou 5 semaines après d'ailleurs avoir insulté les gilets jaunes, traités de fachos. Et ils se sont dit, mince, la cristallisation, la convergence des luttes, elle s'effectue avec les gilets jaunes, allons-y, essayons de récupérer. On va essayer on va récupérer. Voilà. Après ça, il y a eu une espèce d'assassinat par la force d'État. C'est-à-dire qu'on a eu les policiers qui ont tapé, l'armée qui a cogné, ou qu'on a envoyé, les blindés, quand même très précisément, et puis après une espèce de justice qui a été extrêmement punitive, il y a eu les LBD, il y a eu une violence considérable. Il y a eu ensuite une instrumentalisation avec les Black Blocs, qu'on a laissé faire. Ça me paraît évident qu'on a laissé faire ces individus, parce qu'il fallait absolument associer, par exemple, le saccage de l'Arc de Triomphe aux gilets jaunes. C'est d'ailleurs ce qui triomphe aujourd'hui quand on regarde un peu sur le net. Alors qu'en fait, on sait très bien que les Black Blocs ont été instrumentalisés, on les a laissés faire. Mais Michel Onfray, juste un mot là-dessus. Vous savez que dans les médias quand même, on a dit qu'une partie des gilets jaunes ont justement défendu que l'on flétrisse la tombe du soldat inconnu. Bien sûr, et Sud Radio le premier. Donc effectivement, il y a quelques médias qui ne sont pas à la botte et dominants. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous m'invitez. Et de fait, il y a des gilets jaunes qui ont défendu la flamme, qui ont défendu la tombe du soldat inconnu, pendant que d'autres rentraient dans l'Arc de Triomphe, et on a pu les voir un temps, ces images. D'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à aller vérifier. Sur Internet, aujourd'hui, ces images ont disparu. Mais il n'y avait pas beaucoup de gilets jaunes. Et puis il y avait des gens qu'on entendait parler, il y avait une bande-son qu'on aurait pu commenter pour dire effectivement qu'il y avait là le renfort de quelques-uns qui venaient des banlieues. Et donc évidemment on l'a laissé faire, on a instrumentalisé tout ça jusqu'à ce que finalement un certain nombre de gilets jaunes qui la plupart du temps sont des gens pauvres et modestes ne puissent plus suivre, parce que venir à Paris manifester tous les samedis, d'abord c'est cher, et bien sûr, absolument. Voilà. Et justement, alors et votre livre s'intitule La grandeur du petit peuple. Effectivement, ça m'a fait penser aux gens de peu. Oui. Vous savez, ce merveilleux essai de Sanson. Voilà, merci, je me rappelais. Juste un mot. Est-ce que ce petit peuple aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, on va revenir là-dessus, d'ailleurs Michel Onfray, parce qu'il se passe quand même des choses importantes au niveau des profs et tout ça, enfin on va en parler. Est-ce que ce petit peuple aujourd'hui, effectivement, le peuple des oubliés, le peuple des ignorés, le peuple qu'on a licencié, amendé massivement et à qu'on disait, écoutez, on ne vous laissera pas crever de faim, mais vaquez vos occupations et fichez-nous la paix. Est-ce qu'à votre avis, la messe est dite, et puis voilà, après tout ce qui s'est passé, on rentre dans le rang ou pas?
Pour les gilets jaunes, il est bien évident qu'ils sont épuisés, exsangues. Oui. Moi, j'en connais quelques-uns à Caen qui m'ont expliqué qu'ils se sont retrouvés au tribunal, qu'on leur a donné des amendes parce qu'ils portaient un gilet jaune, qu'ils ont franchi un espace dont on avait dit qu'il était interdit et qui se sont trouvés verbalisés immédiatement et qui ne peuvent pas. Je veux dire, quand vous êtes même pas forcément smicard, parce qu'on a aujourd'hui des gens qui descendent dans la rue pour défendre le système de retraite, et ils ont bien raison d'ailleurs, mais qui sont des prolétaires, alors que les gilets jaunes sont des sous-prolétaires. Ce sont des gens qui ne peuvent pas payer évidemment des amendes, qui ont des difficultés à ajouter quelques centimes au prix du litre d'essence, souvenez-vous. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on va voir d'ailleurs justement les gilets jaunes sont peut-être effectivement cassés, mais la gilet jaunisation apportée. Restez avec nous, Michel Onfray, restez avec nous, auditeurs Sud Radio. Nous continuons après quelques instants le face-à-face. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Eh bien, on continue le face-à-face avec Michel Onfray pour ce livre. Évidemment que je vous recommande parce que c'est un livre, comme d'habitude, d'une très grande lucidité. La grandeur du petit peuple, paru chez Albin Michel, qui vient de paraître chez Albin Michel, et qui a ceci, Michel Onfray, vous parlez d'un fantôme, d'une résurrection de quelque chose dont personne ne parlait plus parce que c'était très mauvais goût, la lutte des classes. Est-ce que c'est quelque part ce qui s'est passé, ce qui se passe encore, quelque part une lutte des classes ? Oui, bien sûr, c'est un concept opératoire, ça marche toujours. Alors, évidemment, il faut repenser le marxisme. Marx pense la société du 19e siècle, on est au 21e siècle. Mais il y a effectivement des classes, des gens qui peuvent dépenser sans compter, et puis des gens qui sont obligés de compter le moindre centime pour manger, par exemple, qui ne peuvent pas aller au cinéma, ou alors juste une fois par mois. Et donc, ce sont effectivement des classes qui s'opposent là, véritablement. Alors justement, le point central, parce que vous en parlez tout au long de votre livre, mais il se passe quelque chose et j'aimerais vraiment bien avoir votre avis. Il se passe qu'effectivement les gilets jaunes, on l'a vu, vous le décrivez très très bien dans le livre, et puis ça va au-delà, etc., parce que toutes les velléités qu'il y a eu, des récupérations, de la régimentation, etc., la diabolisation et autres. Mais aujourd'hui, vous voyez ces professeurs qui jettent les carnets de notes et les livres. Vous voyez ces médecins qui effectivement jettent leur tablier, ces avocats qui jettent leur robe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, alors eux c'est pas les prolétaires, c'est quand même des cadres qui ont leur régime de retraite et qui disent l'État est en train de siphonner effectivement les régimes de retraite complémentaires, nous avons tous cotisé, nous n'avons rien demandé à l'État et on est en train de nous siphonner. Est-ce que quelque part, sans faire de l'utopie, est-ce qu'il ne peut pas y avoir là quelque chose qui participe de quelque chose de plus grand, c'est-à-dire l'alliance de cette France des oubliés, en tout cas, la convergence d'un certain nombre de luttes, non pas au sens CGT du terme, de cette France oubliée, cette France des prolétaires, cette France à 800 €, 1000 € par mois, et cette France beaucoup plus aisée, mais qui est en train de sentir qu'on est en train de la siphonner et de la vider complètement. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité là de quelque chose, Michel Onfray ? Si, bien sûr, parce que si on fait vraiment un travail philosophique, c'est-à-dire généalogique, et qu'on se demande pourquoi les gilets jaunes, et pourquoi les gens dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement les avocats, les médecins, etc. Mais aussi les gens qui descendent dans la rue pour défendre leur retraite. C'est exactement la même chose, c'est exactement la même question qui se trouve posée. Ça fait, depuis 1983, on dira que Mitterrand s'est converti au libéralisme. Ça fait quoi, 50 ans, je ne sais pas, enfin, ça fait des décennies que le socialisme s'est converti au libéralisme. Ça fait des décennies, 1992 très précisément, que le traité de Maastricht est passé, où on a dit finalement le libéralisme doit faire totalement, absolument la loi. 1989, effondrement du mur de Berlin, disparition du bloc de l'Est, donc le capitalisme peut régner sans partage. Je crois que nous payons ça. C'est-à-dire le fait que le capitalisme règne sans partage. Alors il y a donc la paupérisation, les gens les plus pauvres, les plus modestes, mais il y a aussi les gens qui à l'hôpital découvrent que ça n'est pas la santé qui fait la loi, mais c'est le banquier qui fait la loi à l'hôpital. Oui, l'hôpital doit être rentable. Ça doit être rentable, l'école ça doit être rentable, l'armée ça doit être rentable, enfin tout doit être rentable, la culture ça doit être rentable, la justice ça doit être rentable, donc on n'embauche pas, donc il y a de plus en plus de justiciables, il y a de moins en moins d'affaires qui peuvent être suivies parce qu'on manque de personnel, enfin c'est tout ça qui se dit en même temps. Oui, mais en même temps, Michel Onfray, pardon,
il y a quand même aussi, on va vous dire, mais regardez la dette, 2000 milliards, à 100% du PIB. On vous dit, attendez, on va continuer à faire la planche à billets, à rester comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des notions d'équilibre qui doivent exister? Bien sûr, mais pourquoi est-ce que l'équilibre se fait toujours au détriment des mêmes? Pourquoi est-ce qu'il y a des fortunes comme celle de Carlos Ghosn, qui d'ailleurs peut tout à fait prendre un jet privé pour s'évader, et qu'il y a de l'autre côté des gens qui ont dit on va augmenter votre litre de fioul parce que vous, de toute façon, vous allez payer. Ce sont toujours les mêmes qui paient. Ce sont toujours les gens les plus simples, les plus modestes, les plus pauvres à qui on demande de l'argent, alors que pour les autres, ça se passe très bien. Il y a une espèce d'inégalité qui est terrible et que les gens ressentent. On sent bien que La Fontaine n'a jamais eu autant raison en disant que selon que nous serons misérable, les jugements de cour nous feront blanc ou noir. On le voit bien. Et donc les gens voient bien que l'argent fait aujourd'hui la loi, et que ça n'est plus possible, ou que ça n'est pas pensable, et que tout s'effondre. Et ce qui est intéressant, c'est justement ces classes qui se pensaient protégées, enfin les professions libérales, les profs, les médecins, les avocats, les métiers d'art, etc. On sent que là, ils se disent, oulala, mais on est en train de nous dévaliser. Effectivement, chacun pensant d'abord pour soi, mais l'individualisme, vous en avez suffisamment parlé. Mais là, on a l'impression que quelque chose se passe justement au-delà des Gilets jaunes, et bien au-delà des Gilets jaunes. Et vous en parlez justement en filigrane dans tout votre livre. Est-ce que, à votre avis, face effectivement au danger de la partition, on a parlé de l'islamisme radical, des territoires perdus de la République, est-ce que tout ça ne forme pas un cocktail peut-être pas explosif, mais implosif? Mais oui, bien sûr, parce que en 2005, quand on a demandé aux Français ce qu'ils pensaient du traité européen, ils ont dit on n'en veut pas, on voit bien que notre misère, elle vient de là, de la souffrance libérale. Et on leur a dit, en 2008, eh bien, vous aurez tout de même ce traité européen, on passera par-dessus votre tête. Nous sommes donc dans un état post-démocratique. La démocratie n'existe plus. On sait très bien aujourd'hui que tout est fait pour qu'au deuxième tour des présidentielles, il y ait un candidat du système. De l'état profond, comme disait jadis Trump. Alors on disait c'est un concept d'extrême droite, mais Macron vient d'utiliser ce concept-là. Donc effectivement, il y a un état profond existe. Bien sûr qu'il existe. Bien sûr qu'il existe. Ouais. Et c'est lui qui fait la loi. Il y a un tas de gens qui ont compris qu'ils n'en voulaient plus. Alors la fois prochaine, au présidentiel, cette idée qu'il y aurait le choix entre le général de Gaulle et Adolf Hitler, c'est-à-dire Macron et Marine Le Pen, ça ne marche plus. Il y a plein de gens qui disent mais moi je ne crois plus à ça. Moi je n'y crois pas depuis très longtemps. Je n'y crois plus depuis très longtemps. Mais il y a des gens qui de plus en plus se disent oui, finalement on se fait avoir et tout est fait pour que dans le goulot d'étranglement, on ait le choix entre Macron et Macron, sous prétexte qu'on évite le fascisme, le nazisme, etc. Eh bien, c'est fini, cette histoire-là ça ne marche plus. Ne serait-ce que parce qu'il y a des médias, justement, comme les vôtres, qui sont autonomes, indépendants, que le net existe et qu'on peut avoir des informations qui nous font la démonstration que, de fait, tout ça, c'est de la propagande. Et alors justement, est-ce que ça va amener, on va pas faire de politique-fiction, mais quand même, est-ce que ça va amener quand même à une tentation de l'abstention en disant, vous savez, bon, tout ça, ce seront les mêmes, et puis, écoutez, on peut rien faire. Parce que c'est ce sentiment que vous combattez dans tous vos livres, ce sentiment de dire, oui, écoutez, on est impuissant, on peut rien faire, c'est très bien tout ça, bravo l'analyse, tout ça, mais on peut rien faire, donc restons chez nous et essayons de sauver les meubles. Est-ce que, malheureusement, cette politique un peu autruche ne risque pas de devenir très contagieuse? Elle l'est déjà. Oui, mais il y a des gens qui n'iront pas voter. Donc je pense que d'ailleurs quand on dit qu'aux dernières élections européennes, Marine Le Pen a gagné de très peu, mais comme elle a gagné de très peu, c'est donc la République En Marche qui a gagné. On a quand même entendu cette stratégie-là. Ce qu'on ne dit pas, c'est que la moitié des Français n'est pas allé voter. Qu'il y a eu donc des abstentionnistes, des gens qui ont voté blanc, des gens qui ont voté nul, puis après même des gens qui ont voté pour des partis animalistes. Oui, donc, il y a des petits partis ridicules. Donc, il y a un moment donné où, effectivement, avec ce jeu électoral, avec ceux qui n'iront pas voter, ceux qui voteront contre, il y aura une mobilisation du camp en faveur de Marine Le Pen, une démobilisation du camp libéral ou maastrichtien, et que tout est fait pour que Marine Le Pen puisse arriver au second tour et éventuellement même être élue. Et éventuellement gagner, oui, c'est ça. C'est pas exclu. Alors après, vous pouvez, dans les 10 jours qui vous séparent de l'élection présidentielle, vous pouvez très bien laisser faire la rue, même organiser le chahut ou le chaos dans la rue. Vous avez la possibilité de dire à la police de ne pas y aller, à l'armée de ne pas y aller, de faire de telle sorte qu'une espèce de chaos total dans la rue, il vous suffit à ce moment-là d'en appeler à l'article 16 de la Constitution pour dire que finalement il y a un danger de l'État et on arrête tout. Vous sollicitez l'Assemblée nationale, elle est à votre botte et à ce moment-là vous disposez des pleins pouvoirs. Mais Michel Onfray, j'espère que votre pessimiste là, et je vous comprends. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse.
hypothèse, je sais. Pas que ça aura Espérons- lieu, mais je dis que constitutionnellement, hélas, ça n'est c'est pas ce qui peut arriver. impensable. Mais espérons, et je sais que vous le partagez, que le pire ne sera pas toujours sûr. Merci encore, et merci encore à Tendance Ouest. Et merci à vous, Michel Onfray. On rappelle d'ailleurs la référence de votre dernier ouvrage, Grandeur du petit peuple. C'est publié chez Albin Michel. Restez avec nous si vous le souhaitez, Michel Onfray, sur Sud Radio, puisque dans quelques instants, 0826 300 300. Vous tous qui nous écoutez ou qui nous regardez sur le Facebook Live de Sud Radio, vous êtes nombreux en ce moment. Toutes les questions que vous aimeriez poser à Michel Onfray sont les bienvenues. On se retrouve juste après les informations. À tout de suite. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, et avec Michel Onfray, et nous attendons les auditeurs de l'émission et de Sud Radio. À vous la parole. Et je vous rappelle la référence du dernier ouvrage de Michel Onfray, Grandeur du petit peuple. C'est publié chez Albin Michel, 0826 300 300. C'est le numéro que vous composez tous pour prendre la parole sur Sud Radio et intervenir. On retrouve tout de suite Alexandre. Bonjour à vous, Alexandre. Oui, bonjour. Oui, bonjour Alexandre. Oui. Je voulais intervenir au départ. Il y aurait beaucoup à dire et tout se tient en fait. Les gilets jaunes, les violences verbales, Macron, ce qu'il a dit l'autre jour. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel Onfray. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Je suis gilet jaune depuis le tout début. Donc... début novembre 2018. Oui. J'ai les violences verbales, je connais par cœur. J'ai modéré 2 groupes de gilets jaunes en mi-décembre à fin janvier. Il y aurait de quoi écrire un bouquin rien que sur ce sujet-là. Le mouvement des gilets jaunes n'a jamais existé. Le mouvement, il est mort le jour où il est né. En fait, si vous vous rappelez bien, les phrases je n'autorise personne à parler à ma place, à prendre des décisions à ma place. Dès que quelqu'un ouvre un peu la bouche, on lui coupait la tête. Cette phrase-là a tué le mouvement, qui n'a jamais été un mouvement, puisqu'un mouvement, c'est quand ça va dans une seule direction, avec une puissance. Les gilets jaunes, c'est un spray. Ça partait dans tous les sens. Donc on ne peut pas... Quand même, oui, attendez, Alexandre, attendez. Vous pouvez pas dire qu'il est mort tout de suite. Il y a eu quand même 1 an et quelques. On peut critiquer les excès et tout ça, mais regardez ce qui s'est passé quand même en 1 an. On peut pas dire que rien n'a existé, qu'ils sont morts en novembre. On peut pas dire ça. Ce n'était pas un véritable mouvement. Un mouvement, c'est quand tout le monde va dans la même direction. Là, ça partait dans tous les sens et ils se contredisaient les uns les autres, ils s'engueulaient les uns les autres. C'était mort-né. Les gilets jaunes, malheureusement, j'en fais toujours partie. Ils sont morts-nés. Mais cette même phrase, quand on dit je n'autorise personne à parler à ma place, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie je ne veux plus que les politiques parlent ou décident à ma place. Donc c'était quelque part, sans s'en rendre compte, un appel au système de référendum à la Suisse, que je connais très bien. J'ai passé 30 ans de ma vie en Suisse. Macron a dit non, stop, ni vote blanc, ni référendum, qui de toute façon est incompatible avec l'Union européenne. L'Union européenne veut depuis des années que la Suisse rentre dans l'UE et le peuple suisse dit non, il veut rester décisionnaire. C'est totalement incompatible. La violence, Macron, depuis 1 année, moi j'ai voté une fois de ma vie, à 52 ans, au premier tour, en 2012, j'ai voté centre. Je me suis dit plus jamais. Lorsque Macron a lancé le mouvement En Marche, j'ai dit génial. Et j'ai adhéré tout de suite. Tout de suite. Et lors du deuxième... il a fait des conférences, c'était diffusé. Quand j'ai vu ce qu'il a mis en place, je recevais un SMS par un mail tous les 10 jours, tous les 15 jours, puis 2, puis 3, des SMS. Alexandre, excusez-moi, je voudrais, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, et je voudrais quand même, parce que c'est très intéressant, ce que vous avez dit par rapport au référendum, par rapport à la Suisse, etc. Et je voudrais que Michel Onfray vous réponde.
Oui, mais c'est pas parce que quelques gilets jaunes ont dit qu'il ne fallait pas de prise de parole collective et concertée que pour autant tous les gilets jaunes étaient là. Il y a eu un certain nombre de personnes, je songe à Jacqueline Gouraud dès le départ, qui a souhaité, elle, que les gilets jaunes soient positifs. Priscilla Ludowski et quelques autres, les femmes notamment, qui ont été très positives, alors que d'autres ont été un peu testostéronées et un peu boostées sur les plateaux télé parce que d'un seul coup, ils accédaient au statut de vedette, et ça a été un peu tout et n'importe quoi. Mais maintenant, c'est pas parce que c'est tout et n'importe quoi que c'est rien. On peut pas conclure que parce que ce serait un spray ce serait rien. C'était une bonne expression, mais un spray c'est quelque chose. Si on lit l'histoire de la Révolution française, ou même celle de 1830, 1848, la Commune, de 71, etc., ça démarre toujours comme ça. Ça démarre toujours dans tous les sens. C'est un mouvement brownien, on pourrait dire. Et puis, il y a un moment donné où ça cristallise ou ça cristallise pas, ça passe ou ça casse. Il y a une répression ou il n'y a pas une répression. Il y a des gens qui sortent la tête et qui, d'un seul coup, prennent la tête du mouvement, etc. Donc, je pense que ça n'est pas fini. C'est pas que ça n'a pas commencé ou que ça n'a pas eu lieu, c'est que ça n'est pas fini. Cette colère existe toujours. Et il y a toujours cette dignité à laquelle aspirent les Gilets jaunes. Ils n'ont pas demandé forcément de l'argent, ce que Macron leur a apporté, une espèce de valise un peu insultante, comme on achète les faveurs d'une femme, une prostituée. On a donné de l'argent en disant, Macron a donné de l'argent en disant maintenant, rentrez chez vous, ça suffira bien comme ça, quoi. Non, il y a un défaut de dignité, les gens veulent de la dignité. Les Gilets jaunes, au départ, voulaient de la dignité, de la considération. On ne leur a pas donné ça, on a même exactement donné le contraire. Donc le mouvement des Gilets jaunes n'est pas mort. Ce qui l'a rendu possible est toujours vivant. Alors justement, on a Mathieu, je crois. Absolument, au 0826 300 300, Mathieu qui nous appelle du Gers. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde et bonjour. À votre invité. Oui. Moi, j'ai 2 ou 3 points déjà sur l'écologie, sur Macron et autres. La politique, je le dis toujours, hein, c'est la marée haute et la marée basse. Ok. Oui. Quand les élections arrivent, on a les hommes politiques qui viennent nous raconter de toutes choses, tout de tout bord. Hein, c'est la marée basse, d'accord. Oui. Et une fois élu, il se retire, c'est l'eau qui se retire pour retrouver l'eau, faut aller très loin. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Voilà, et ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, la politique, Macron gouverne la France, certes, mais ce sont les grandes puissances qui donnent leur dernier mot, ceux qui financent la France. Donc aujourd'hui, le président, il y est pour beaucoup de choses, mais vous voyez l'économie, la dette de la France, c'est colossal, d'accord. Maintenant, partant de l'écologie, moi, je suis pas trop 50-50, je dirais, d'accord. Et quand on voit cette petite fille qui fait le tour du monde, Greta Thunberg, voilà. Et après, je me demande, elle se déplace en quoi? Ok, c'est les avions et autres, soit elle marche, elle vient à vélo dans tout le monde entier, d'accord. Ça fait une autre chose, et c'est du pire pour tout ça, hein, d'accord. Parce que l'écologie, on parle des années, le Sahara par exemple, c'est pas l'être humain aujourd'hui qui est, parce qu'à cause de la pollution, que le Sahara est devenu là où on est aujourd'hui. Donc la terre est suspendue, ça dépend des tremblements de terre, si c'est décalé de quelques millimètres près, ça peut impacter. Mais moi, l'écologie, je respecte ça. C'est l'environnement, ce qu'on mange, l'océan qui est pollué, les choses qu'on fait nous-mêmes, ça c'est grave. Dans l'espace aujourd'hui, tout le monde, ils y vont, ils amènent des milliers de débris dans l'espace, ok, qui nous polluent et qui vont nous polluer d'ici des millions d'années à dizaines d'années qui arrivent aussi, d'accord. Donc Ségolène Royal, elle a été virée, certes, parce que c'est aussi du lobbying. Vous le savez bien, ce qu'elle fait, aujourd'hui on lui dit d'aller inaugurer un bateau comme on a vu tous à la télé, elle y est partie. Pourtant, ceux-là, ces gens de polluent. Les batteries, les voitures électriques, on nous parle aujourd'hui. C'est un peu comme avant, le diesel, allez-y. Mais Mathieu, ce que vous dites, et en résumé, je comprends très bien. D'ailleurs, quand Michel Onfray disait qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ne veulent plus de tout ça. Mais vous voyez, Michel, là, il y a un vrai problème vis-à-vis du politique. Et vous voyez, ce que dit Mathieu, tout ça, c'est du pipeau. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça, mais cette espèce de retrait qui est là, et il est en même temps, je veux dire, juste, mais en même temps inquiétant, parce qu'on se dit, mais alors, si tout le monde pense comme ça, qu'est-ce que ça va... Enfin, tout le monde ne pense pas de la même façon, mais qu'est-ce que ça va donner? Non, mais monsieur a raison, je pense qu'il a absolument raison, d'autant que l'écologie est aujourd'hui ce que le capitalisme a trouvé de mieux pour nous faire consommer. Jadis, il fallait fumer des cigarettes pour ressembler à un cow-boy, et c'était la virilité. Et Bernays, qui était un filié à Freud, qui était un des grands publicitaires, l'un des maîtres de la propagande, nous a expliqué qu'il a fallu que les femmes s'y mettent en disant « mais si vous voulez être autonome, indépendante, mettez-vous à fumer, etc. » Alors qu'ils savaient très bien que ça produisait des cancers. Donc on sait très bien aujourd'hui qu'on ne peut plus faire vendre du tabac de cette manière-là. Eh bien, on vend d'autres produits. Après tout, ceux qui font du tabac passent à autre chose, et ils vendent, je ne sais pas quoi, du pain bio, ou ce
ce genre de choses. Et aujourd'hui, si c'est éco-responsable, si c'est bio, si c'est sans pesticides, si c'est etc., vous allez faire consommer. Vous voulez dire plus le marché est segmenté, d'ailleurs ça vaut pour les LGBT, les minorités et compagnie, plus c'est mieux pour la vente, quoi. Mais tout le monde est convaincu, moi je vois bien quand je fais mon marché le dimanche, que s'il y a un étalage avec des produits où il est écrit que c'est bio et un autre où ça n'est pas écrit, eh bien vous aurez un maximum de gens là où c'est bio. Parce qu'ils veulent sauver leur santé, leur vie, leur peau, ils ne veulent pas avoir de cancer, de leucémie, de maladies. On peut comprendre, oui. Oui, bien sûr. Non, mais, et en même temps, ce sont les gens qui nous font la promotion du bio et qui font la promotion également de toutes les saloperies qu'on peut manger et ingérer. Ça peut être bio et immangeable en même temps parce qu'il y aura d'autres produits qui seront toxiques. Hein. On a des produits bio qui viennent d'Égypte. J'ai vu l'autre fois des poireaux qui venaient d'Égypte, mais ils étaient bio. Alors évidemment, la trace carbone. Donc je pense que c'est un nouvel instrument de vente. Le capitalisme vert, ça marche très très bien parce qu'il donne l'impression d'être moral. Vous faites du bien à la planète, vous faites du bien à vous-même, vous économisez la planète, vous faites du bien à des peuples qui sont en souffrance, et là, évidemment, tout le monde est d'accord. La moraline devient un argument de vente. Hein. Mais complètement. Comme disait Brel, bio et con à la fois. Bio et con à la fois, exactement. 0826 300 300, on retrouve tout de suite Cédric qui a une question pour Michel Onfray. Oui, Cédric, bonjour. Bonjour à tous. Je suis content de pouvoir parler à Michel Onfray. Je vous ai entendu la première fois et je ne vous connaissais pas sur une antenne de télévision. J'ai écouté justement l'interview de Madame de Malherbe et j'ai été mais subjugué et très heureux d'entendre enfin quelqu'un qui comprend qu'en fait la vérité des choses c'est ce qui s'est réellement passé durant cette période de Gilets jaunes. Je passe de temps en temps sur votre antenne et effectivement, petit à petit, j'ai énoncé ce qui nous était arrivé nous, sur la région de Béziers. Et effectivement, les arrestations, les problèmes, les brimades. Et je vais juste, avant de vous poser la question, dire un petit truc sur le côté bio. On est en train d'enlever dans une certaine enseigne tout ce qui est plastique et on le rend le carton. Il ne faut pas oublier que le carton c'est du bois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc bien le sûr. bois c'est des arbres. Oui, posez votre question, Cédric, parce qu'on Je pose ma question. Je voulais savoir comment, Monsieur Onfray, vous aviez fait pour pouvoir avoir cette idée d'écrire le livre qui est une véritable Bible et enfin la vérité sur ce qui s'est passé durant cette année de Gilets jaunes. Parce que franchement, je trouve ça énorme. Vous étiez sur tous les fronts. Vous avez su beaucoup de choses, des choses dont nous savons, mais qui ne sont quasi jamais passées à la télévision. Et il n'y a que les réseaux sociaux qui ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et vous énoncez tout haut, ce que tout le monde a toujours pensé tout bas. Et on nous a fait fermer notre bouche pour éviter justement qu'on ouvre bien fort notre bouche pour pouvoir dire qu'il y a eu beaucoup de répression. Michel Onfray, à vous. D'abord, merci pour ce que vous me dites, ça me touche, mais parce que je fais un travail d'enquête. D'abord parce que mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, mon frère est mécanicien dans une carrière, ma belle-sœur est cantinière, enfin, etc., etc. C'est-à-dire que ce monde, je le connais déjà. Quand je suis à Paris, je ne suis pas dans mon monde. Et dès que j'ai vu les premiers moments de ce mouvement, sur les ronds-points, justement, j'ai été extrêmement touché par justement ce que j'appelle la grandeur du petit peuple. Et je me suis dit, quelque chose se passe, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je voudrais raconter la chronique de cet événement. C'est comme ça que démarrent toujours les révolutions. Et un peu dans l'esprit, enfin bon, je ne suis pas Victor Hugo ni Tocqueville, mais un peu dans l'esprit des choses vues de Victor Hugo ou des souvenirs de Tocqueville, qui racontaient leur siècle, leur temps et leur moment, je me suis dit, je raconte au jour le jour ce qui va se passer pour voir où ça va. Alors de fait, vous avez raison, monsieur, de me dire que j'ai trouvé des informations que, évidemment, on ne donne pas sur les médias dominants, les médias que j'appelle maastrichtiens. Donc effectivement, il faut croiser un certain nombre d'informations parce qu'elles circulent toujours, et puis surtout faire un commentaire personnel des images qui nous sont données. N'écoutez pas ce que disent les chaînes d'information continue, mais faites fonctionner votre intelligence sur les images qui vous sont données. Et si vous ne faites pas confiance aux journalistes, si vous n'avalez pas un peu leur potion magique toujours maastrichtienne, ou la plupart du temps maastrichtienne, vous allez voir des images que vous pourrez commenter vous-même, penser vous-même. Si vous faites fonctionner votre intelligence, vous verrez qu'elle est là. Et des fois, les gens me disent, mais avec vous, on a l'impression d'être intelligent. Je dis, vous n'avez pas l'impression, vous l'êtes. Simplement, si vous êtes en permanence devant des médias débiles, où on a envie que vous soyez débile, vous le serez. Mais si vous vous dites, mais non, mais j'ai une intelligence et un esprit critique et ça peut fonctionner et je vais décoder moi-même l'image et ne pas écouter le son
de ces informations, vous finissez par comprendre un certain nombre de choses. Voilà pourquoi, effectivement, on va essayer d'être toujours le moins débile possible. Merci à vous. Merci, on l'a dit tous les deux en même temps avec André Berkoff. Merci Michel Onfray. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Grandeur du petit peuple. C'est publié chez Albin Michel. Au passage, je précise, parce qu'André Berkoff vous en parlait de Ségolène Royal, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire qui vise Ségolène Royal pour déterminer si elle a bien utilisé son budget pour son rôle d'ambassadrice des pôles. C'est qu'une enquête préliminaire. La journée continue sur Sud Radio, même sans André Berkoff, qui revient demain à midi, c'est promis, dans tous ses états. Dans quelques instants, on retrouve Jacques Pessis pour les clés d'une vie en compagnie de son invité, un ancien patron des patrons, Yvon Gattaz. Belle journée à vous sur Sud Radio.